up arise in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, bonsoir, c'est dépend de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette vidéo. Alors aujourd'hui c'est assez exceptionnel, on va parler d'un livre qui est pour moi un véritable coup de cœur que j'ai découvert réellement par hasard. Et j'ai à côté de moi l'autrice de cet ouvrage qui s'appelle Habib Masrouki par Hada Selten. Donc Hada est à côté de moi. Bonjour Hada, j'espère que vous allez bien. Bonjour, merci pour l'invitation Samir. Je suis contente de participer à cette interview. Bah écoutez, en tout cas, je vous remercie énormément d'avoir accepté cet entretien, enfin cette conversation. On verra comment ça va se passer. Alors, je suis un peu troublé, je vous le dis, je vous l'avoue, parce que je n'ai en fait pratiquement aucune question à vous poser et je vais vous expliquer pourquoi. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne va pas discuter, il n'y a pas de souci à cela. Parce que c'est un livre pour moi assez important qui parle d'une cinématographie qui est très importante pour moi, qui est le cinéma du Maghreb et en particulier le cinéma tunisien. Il est en décor, il est là. Et puis ça parle aussi d'une personne que vous connaissez qui a été votre oncle, Habib Masrouki, qui est un poète, un artiste, un réalisateur, un scénariste, un scénographe, un cinéaste, tout, quoi, un artiste. Et quand on s'intéresse un peu au cinéma d'Afrique, au cinéma du Maghreb, on a tendance à vouloir tout savoir, tout connaître. Et quand on apprend que dans cette maison qui est le Maghreb, il y a une porte, une pièce qu'on ne connaissait pas, qui était enfermée comme ça, et qui est dans laquelle se trouve Habib Masrouki, on dit c'est pas possible, c'est incroyable, mais comment on a pu passer à côté de cela? Donc on découvre quelqu'un qu'on ne connaissait pas et on le regrette énormément. Pourquoi je n'ai pas de questions, pratiquement pas de questions à vous poser? Parce que le livre est incroyablement bien fait. C'est tout, quoi. C'est un scénario, c'est une bande dessinée, c'est un cahier des charges, c'est une photographie, c'est un roman, c'est beaucoup de choses, c'est un livre multimédia, c'est fascinant. C'est édité chez, que je me dise, Essa Édition. Alors sachez que pour celles et ceux qui nous regardent, je mets toutes les informations dans le descriptif de cet entretien. Vous trouverez tous les éléments pour pouvoir vous procurer ce livre. Et si je devais commencer par quelque chose, ce serait pas de vous demander la genèse, on va en parler de cela aussi, mais juste me permettre de lire page 6. Alors vous écrivez tout un long texte dans lequel, qui s'appelle d'ailleurs un film né d'un silence, et dans lequel vous expliquez qui est Habib Masrouki, pourquoi, comment et pourquoi il faut le faire, pourquoi il faut écrire. Et vous terminez en disant cela. En écrivant cela, pardon, mon projet de recherche est comme un flashback sur Habib Masrouki qui vient éveiller les esprits sur les souffrances et les difficultés que peuvent subir les artistes dans un pays en cours de développement, la Tunisie en l'occurrence, et sur les amères réalités qu'on peut endurer dans la société tunisienne après un grand parcours en Occident. Ce travail me permet à la fois de créer une relation post-mortem avec mon oncle, de lui rendre hommage et de réfléchir aux liens possibles avec les cinéastes disparus de sa génération. Alors, je vais commencer par pratiquement la fin. Je voulais savoir, est-ce que Habib Masrouki est connu du milieu cinématographique tunisien, on va dire de notre génération, c'est-à-dire entre 30 et 40, 30 et 50 ans aujourd'hui? Alors, la nouvelle génération ne le connaît pas, surtout les jeunes. Mais ceux qui le connaissent, c'est l'ancienne génération, ceux qui ont fondé le nouveau théâtre en Tunisie, notamment le collectif du nouveau théâtre composé par Fadel Jaraibi, Fadel Jeziri, Jalil Abakar. Donc c'est vraiment l'ancienne génération qui le connaissent. C'est une figure incontournable du cinéma tunisien, puisque il a créé ce collectif avec ce groupe-là. D'accord. Donc, pour commencer par rapport au livre, on apprend que le 29 novembre 1980, donc un cinéaste est décédé, c'est Habib Masrouki. On comprend que c'est votre oncle. Et aussi, vous nous expliquez dans quelles conditions il est mort. Et c'est, je pense, ces conditions-là qui font que il y a un moment, il y a eu un silence dans votre famille, et il y a eu un moment, c'est pas évident parce que j'ai pas envie de parler de vie privée, j'ai vraiment envie de rester dans le cinéma, mais en même temps, c'est un peu compliqué, donc je suis un peu gêné, mais et en même temps, voilà, donc j'essaie plus ou moins de naviguer en n'étant pas trop dans l'intime, mais en tout cas, la manière
son suicide et la manière qu'il a utilisé pour se suicider. Tout cela est un parcours, enfin, c'est un mystère pour vous. Et vous expliquez très clairement dès le début que c'est un film qui est né d'une silence, mais est-ce que c'était aussi pour vous une urgence, comme s'il fallait recoller les morceaux d'un puzzle qui était le vôtre, le généalogique? Alors, tout à fait. En fait, j'ai vécu ce silence depuis mon jeune âge jusqu'à l'adolescence. Et à un moment donné, cette histoire, elle s'est imposée à moi. Pourquoi? Parce que ma personnalité, en fait, elle s'est trouvée un peu modifiée par mon départ en France, par le mouvement de contestation populaire qu'a connu la Tunisie, la révolution, et par aussi mon parcours en sociologie qui se croise aussi avec le parcours de mon oncle, puisqu'il est aussi, il a fait l'université dentaire aussi en parallèle du cinéma. Donc à un moment donné, cette histoire, elle s'est imposée. Elle m'a poussée à raconter, à parler. Et ma position d'artiste, de sociologue, ne me permet pas, en fait, de me taire et de soutenir ce silence. Voilà. D'accord, ok. Et après avoir terminé cet ouvrage, après avoir fini donc ce livre, comment vous vous sentez? Est-ce qu'on en sort indemne de tout cela ou c'est encore compliqué? Alors, en fait, on ne résout pas vraiment le problème. On essaie d'ouvrir des énigmes, mais de construire d'autres énigmes parce que l'histoire n'est pas finie, n'est pas terminée. Mais au moins, ça permet d'en parler déjà. Déjà parler, reconstituer une parole, c'est déjà quelque chose. Ouvrir ce sujet et rendre les archives publiques aussi, pour moi, c'est un grand pas. Qu'est-ce qui représentait Habib Masroukri dans le milieu artistique tunisien de cette époque-là, dans les années 70? Il représentait quoi exactement? Alors, en fait, c'est quelqu'un qui a fondé un théâtre nouveau, un théâtre qui rend avec un théâtre innocent, très répandu à l'époque du théâtre du Maghreb. On sait que dans les années 60-70, il y a un collectif d'action et de diffusion culturelle arabe qui est né en France. Et donc, c'était un peu un théâtre politisé qui se reproduit hors de la Tunisie, puisqu'il est constitué majoritairement par des Tunisiens, mais qui souligne en même temps cette censure. Or, Khabib, en fait, il répatrie ce théâtre-là, il le reproduit d'une façon libre. Il s'appuie beaucoup sur le style brechtien, dans le sens où en fait, il déclenche chez le spectateur une conscience et il ne le laisse pas passif devant le spectacle. Donc là, c'est là où la force en fait de l'écriture. Il y a aussi le côté le théâtre et le cinéma. En fait, de Habib, ils fusionnent ensemble. Au lieu de s'annuler et de se substituer, ils fusionnent ensemble et ils forment une unité. C'est aussi l'originalité à cette époque-là. Alors, il y avait une pièce de théâtre que vous avez regardée à la télévision qui s'appelle, pardonnez-moi si je corche mal, excusez-moi, c'est Hassalet et Noader. Et il y a un moment comme cela où c'est incroyable parce que il y a un moment comme ça où vous dites en gros que vous remarquez que les personnages de cette pièce, donc cette pièce qui est diffusée à la télévision tunisienne, ont tendance à regarder le spectateur. Alors regarde voilà, il y a cela, il y a cet effet un peu particulier. Cette pièce que vous revoyez très souvent, jusqu'à même reprendre des gestes de la comédienne, enfin du personnage Beya, ça on va y revenir là-dessus. Et le livre, vous l'avez travaillé, défini une architecture comme si vous regardiez vous aussi le lecteur, la lectrice. Est-ce qu'il y a un rapport très fort avec le lecteur et lectrice comme Habib Masroukhi avait ce rapport très fort avec la personne qui allait voir ses créations? Alors en fait, j'essaie de créer un double un double du personnage Habib. Il y a dans le théâtre ce qu'on appelle le désir mimétique de René Girard. Et ce désir mimétique, en fait, il emploie un triangle de désir dans lequel il y a des personnages qui se greffent dans ce triangle. Ça veut dire que une personne
exprime son désir à travers quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça qu'elle crée le double. Et moi, dans un premier temps, j'ai voulu comprendre cette pièce parce qu'il faut la regarder justement plusieurs fois pour la comprendre, puisqu'il y a des choses qui se jouent, qui se déchiffrent plutôt derrière les mots et les gestes. Et c'était tout d'abord une manière de comprendre la pièce et puis aussi de comprendre Habib, qui est Habib, et ce qui s'exprime aussi à travers ce personnage, parce qu'il m'a semblé qu'il transpose sa vie à travers ce personnage et il exprimait peut-être aussi son malaise, le malaise qu'il ressent dans son milieu social après un parcours en Occident, sachant que ce personnage Baya, il est vraiment incroyable puisque c'est un jeu cyclotimique entre plusieurs choses, entre colère, bouffée de tendresse. On ne sait pas si le personnage il est au bout de la dépression ou de l'épanouissement. Et il y a beaucoup de choses qui se jouent derrière les mots. Les mots sont forts, vraiment. Les mots sont forts, effectivement. D'ailleurs, ils le sont aussi dans votre livre. Plus on avance dans ce livre, qui est une forme d'enquête policière, en quelque sorte, plus on sent la rage, la poigne, la ténacité d'aller jusqu'au bout. Et à un moment, on se pose la question, mais pourquoi alors, au départ, c'est marrant parce que vous racontez un peu la première fois vous croisez le fantôme de votre oncle, c'est quand vous êtes gosse, si je me souviens bien, et vous rentrez dans cette pièce où il y a cette armoire, une armoire blanche, je crois, et puis votre grand-mère fait éruption et vous n'allez pas plus loin. Et puis de là, à partir de là, jusqu'à l'élaboration et la rédaction de cet ouvrage, la ténacité, elle prend de l'ampleur énormément, et on se pose la question, mais est-ce que l'objectif premier de ce livre, enfin l'objectif premier d'aller savoir ce qu'il représentait, est-ce qu'à un moment ça se transforme en autre chose? Parce que ça devient comment dire, c'est plus une enquête policière, c'est comme si vous cherchiez quelqu'un et finalement vous comprenez que c'est peut-être vous que vous essayez de chercher en quelque sorte. Ouais. C'est ça. En fait, je me suis rendu compte dans l'enquête que je me cherche aussi et à un moment donné, je me dis, là c'est moi aussi, par exemple dans cette pièce de théâtre et dans ce personnage même, je me dis, mais ça me rappelle moi, ça me rappelle ma mère, voilà, tout un enchaînement comme ça. Et ce double, en fait, que je crée, il révèle aussi, ça peut révéler des complexes, des traits de caractère, des choses comme ça. Donc, oui, c'est quelque chose qui évolue dans le temps jusqu'à même se confondre avec soi-même, en fait. Alors vous parlez du style de votre oncle en disant que les mots sont forts, les vôtres aussi le sont quand vous découvrez les archives. Alors quand vous découvrez réellement les archives de votre oncle, permettez-moi de lire ce petit. Alors c'est tout un moment, c'est page 23, et puis vous commencez à les. Alors il n'y a plus cette armoire, tout a été transposé dans une espèce de sous-sol de la maison, mais ça reste encore une pièce, et donc vous trouvez plein de choses. En plus de cela, c'est ça ce que j'ai omis de dire, et c'est juste extrêmement important et fondamental, c'est que ce livre sollicite toutes les figures artistiques qui ont rencontré votre oncle. C'est-à-dire la photographie, le dessin, le cinéma bien évidemment, la poésie, il y a de tout. Et donc ça veut dire qu'il y a des moments, on imagine, mais on n'a pas besoin d'imaginer parce que, page suivante, vous mettez des photos. Par exemple, là, il y a la photo, quand vous parlez de la découverte des archives de votre oncle, eh ben, on voit quelques photos dont je vois un cahier du cinéma, numéro 290. Enfin, ça montre quelque chose. Et là, donc, vous dites, je commence à les ouvrir, c'est des pleins de cartons, je commence à les ouvrir, je commence à tousser, parfois même à m'étrangler. On est avec vous. On est avec vous, comme si ce qui remplissait ces pochettes était une chose néfaste, dont je ne savais l'origine. Dès que je commence à lire une phrase, j'ai envie de lire la suite, mais ma curiosité m'empêche de me concentrer juste sur un seul document. Je veux au moins lire une phrase de chaque bouquin. J'ouvre tout ce qui me passe dans les mains, je fouille, je regarde tout très attentivement. C'était un moment précieux et émouvant. Il me semblait qu'à chaque livre ouvert, qu'à chaque page tournée, s'ouvrait sous mes yeux une nouvelle porte. Je suis resté longuement concentré sur les documents, puis j'ai tout mis dans des grands sacs. On a l'impression que c'est la victoire de quelque chose. Oui. Tout à fait, tout à fait. Parce que pourquoi ces archives sont restées beaucoup fermées. Ils n'étaient pas dans leur espace initial, qui est l'espace artistique. Et là, j'essaie de les sortir et de les réintégrer à l'espace artistique.
qui est dans un premier temps le livre aujourd'hui, et peut-être demain, il sera le film, parce que justement, je suis en train de travailler sur l'idée de transformer le livre en film. Et donc les archives, je pense aussi qu'il faut parler de ces archives-là, parce que eux aussi se sont séparés de leur maître. Et à un moment donné, je me suis dit, les archives même peuvent être des personnes, ils peuvent aussi exprimer des sentiments de malaise, de bonheur ou de malheur, et de tristesse aussi, en se séparant de leur maître. Vous vouliez d'abord faire le film, ou vous avez beaucoup réfléchi, vous vous êtes dit plutôt d'abord écrire parce que ce que je vais découvrir peut être un peu compliqué à gérer émotionnellement parlant? Alors justement, je voulais commencer par écrire. Je ne savais pas quelle forme d'écriture au début. Je ne voulais pas être dans un style classique, académique, biographique. Et j'ai décidé d'utiliser les mêmes moyens qu'utilisait Habib, qui sont le scénario, le dessin et la photo et tout ça. Et j'ai laissé les choses vraiment, je me suis laissée comme ça découvrir les choses par moi-même. J'étais très attentive aux signes, aux alertes, aux micro-événements que je vivais aussi, parce que ce sont ces détails réalistes qui viennent aussi, qui s'imposent, qui me rappellent qu'il faut que je continue ce travail et qui, au même temps, me permettent de rencontrer des personnes inconnues du monde du cinéma, hein, sachant que moi, je suis pas dans le cinéma. À la base, j'ai fait une école d'art et après la sociologie. Et au même temps, ça me permet de découvrir des lieux d'origine d'Habib. Voilà. Oui, d'ailleurs, vous allez même jusqu'à... C'est incroyable parce que, en fait, tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez, vous le mettez par écrit. Ça veut dire qu'on vous suit même quand vous allez revisiter, non pas revisiter, quand vous allez découvrir cette école. Alors en plus de ça, il y a un truc qui est incroyable, enfin je vais vous laisser raconter, mais c'est qu'on s'attend à découvrir cette école rue Vaugirard, l'école de cinéma dans laquelle se trouvait votre oncle, mais il se passe quelque chose. Et puis il y a des photos, il y a plein de photos, plein d'écrits, et puis il se passe quelque chose que vous n'aviez peut-être pas prévu. Alors, en fait, en visitant ces lieux, je reviens un peu sur ces pas et je me rends compte qu'il y a une relation qui émerge, qui se crée en même temps avec un fantôme qui est mon oncle et je vais vraiment jusqu'à imaginer une silhouette se balader dans la rue Vaugirard, imaginer un peu l'ambiance aussi de cette rue, de ce quartier. Je calculais même la distance entre son domicile et l'école pour avoir un peu une idée, sur les cheminements, les parcours. Et à la fin, d'ailleurs, je parle un peu de la relation qu'on peut avoir avec les morts, que les morts aussi, au lieu d'avoir un statut d'objet inerte, ils conservent finalement le statut de personne et qu'on peut avoir des relations avec eux pour qu'ils puissent aussi exister dans le présent et peut-être aussi rentrer en contact avec des gens qui n'ont pas connu dans leur première vie. Voilà. C'est ça, exactement. Alors, je reviens un peu en arrière, enfin plutôt même, il y a quelque chose c'est que page 37, on est toujours dans l'histoire des archives, mais ce qui est bien aussi dans ce livre, c'est que vous convoquez d'autres mots, d'autres parcours, d'autres envies et d'autres pensées. Par exemple, celle de Christian Metz qui dit « Quand un langage n'existe pas, il faut déjà être artiste pour le parler, même mal. Le parler, c'est en partie l'inventer. » C'est ça. Vous inventez plus ou moins... Exactement, oui, c'est ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, comme je ne suis pas dans le cinéma, mais que je suis quand même dans l'art, la position d'artiste me permet de voir les choses autrement, d'analyser les archives. D'ailleurs, je fais à chaque fois une analyse, un regard un peu critique à chaque fois à la fin de chaque séance. Parce que justement, cette position-là, elle me permet de le faire, vraiment. Et je pense que si je n'étais pas dans l'art, j'aurais pas peut-être ce regard sensible, et cette capacité en tout cas d'analyser ces archives-là. Après avoir terminé ce livre, vous le comprenez davantage, votre oncle, ou il y a encore des zones de mystère?
Alors, j'arrive à le comprendre, même à le sentir parfois, et je recompose en fait un personnage. En même temps, je suis comme un puzzle. Je suis en train de reconstituer. Alors, ce qui se passe, c'est que, par exemple, à travers les entretiens que je fais avec les personnes de ma famille ou des gens dans le cinéma qui l'ont connu, j'essaye de faire un croisement entre répliques que j'entends et livres que je lis et lieux que je visite. Et parfois, ça se croise vraiment, ça confirme une idée. Et c'est comme ça que je recompose, en fait, le personnage Habib. Vous avez mis combien de temps pour penser l'architecture du livre, la structure du livre, pardon, écrire les photos, les interviews, lire aussi d'autres livres, enfin, voir des films peut-être, je sais pas. Combien de temps ça vous a mis tout cela? Alors, j'ai commencé en 2015 et j'ai fini fin 2019, exactement. Et c'est-à-dire que vous avez travaillé intensément pendant 4 ans ou il y a eu des moments où vous étiez prêt à abandonner parce que c'était trop pour vous? Alors en fait, ce sont des courbes. Parfois, je suis à fond sur le sujet et parfois non, parce que je travaille dans le milieu social. Je suis à plein temps dans ce milieu-là et j'ai laissé en même temps les émotions, les sentiments aussi me pousser aussi à écrire. Je voulais que ça soit vraiment quelque chose de très spontané, mais en même temps instantané, pour que je puisse plonger le lecteur avec moi et que les choses que je dise, soient vraies en fait, vraiment. Alors, il y a une phrase, page 44, que je trouve très très belle, mais enfin, j'ai plus ou moins compris le sens, et je l'avoue, il n'y a même pas trop compris le sens, et je voulais avoir votre avis là-dessus. C'est page 44, vous dites Habib Masrouki voulait faire du cinéma une passerelle pour aider les adultes, ceux qui ont la charge d'enfants, à comprendre l'importance du cinéma. Je trouve que c'est très très beau, mais vous voulez dire quoi exactement quand vous parlez Alors, des adultes et la charge d'enfants? alors, je voulais dire que le théâtre de cette époque, il était aussi éducateur, en fait. C'est que D'accord. c'était un moyen d'éducation. Ça parle de tout, ça parle des événements, de ce qui se passe. En fait, cette ouverture aussi à l'actualité, à beaucoup de choses. Je pense notamment aux grandes inondations qu'a connues la Tunisie fin des années 60, qui a détruit environ 70 000 habitations et qui a causé la mort de 540 habitants. Et là, il parle de ces inondations-là. Il parle de l'importance d'avoir des structures solides, mais à travers aussi le théâtre. On voit que le théâtre, il est aussi pour, je veux dire, mettre le spectateur aussi dans ce qui se passe dans son milieu, l'inciter à réfléchir et, euh, et ouvrir aussi un peu à tout, quoi, à tout ce qui se passe autour de nous, pour qu'il ne soit pas déconnecté, passif. Alors en parlant de théâtre, donc il y a toute une partie assez importante dans le livre où vous parlez donc de cette pièce de théâtre que vous revoyez souvent, qui a été transmise à la télévision, qui s'appelle Rassalet and Warder, et vous vous regardez les personnages, vous regardez, et puis à un moment il se passe un truc fascinant, c'est que vous reprenez les gestes du personnage féminin Beya, et vous allez même jusqu'à vous prendre en photo et l'intégrer même dans le livre, c'est pour ça qu'il y a une subjectivité extrêmement assumée dans ce bouquin qui est fascinante. Et je trouve ça assez, pas forcément courageux, mais je trouve ça réellement fondamental pour moi. Habib parle de subjectivité dans ses créations, c'est ce que vous dites. Donc il Oui. est enfin, c'est normal que vous assumiez aussi votre propre subjectivité. Et donc il y a ces photos, il y a les photogrammes du personnage que l'on voit qui était retransmis à la télé, il y a des dessins, et puis il y a ça que vous dites. Vous dites l'autre question que je me pose, c'est pourquoi je me retrouve aussi dans ce personnage, le personnage de Beya. Suis-je un troisième personnage qui vient se greffer à ce triangle de désir, ou s'agit-il tout simplement d'un double que je veux créer et qui renvoie à mon propre désir de reproduction de la personnalité d'Habib? J'ai l'impression que la page 50, elle est fondamentale dans ce livre. Il se passe un truc. Ça y est, Oui, c'est plus... C'est ça. tout à fait. C'est que c'est une recherche de soi aussi. C'est à un moment donné, je me dis, mais là, c'est moi. Ça me rappelle moi dans les relations aussi que j'entretiens avec les autres. Et je me dis, mais c'est incroyable ce qui se passe. C'est vraiment un autre double en fait. C'est que Habib il crée il transpose un peu sa vie à travers ce personnage et moi aussi je le fais et c'est toute une chaîne comme ça qui se crée.
Quel est votre rapport avec l'art en général? Parce que ça, vous en parlez dans le livre, l'art, le rapport qu'il avait avec l'art, il faut pas rigoler avec ça, quoi. C'est très très sérieux. C'est Oui. extrêmement sérieux. Et vous, quel est votre rapport avec ça, avec les figures artistiques? Alors, moi, ça m'a permis vraiment de faire ce que je veux faire parce que j'ai fait de l'art en Tunisie au début Ouais. et après je suis partie en France faire de l'art. Et là, c'était différent. C'est que en Tunisie, l'art au début, c'était quelque chose. Oui, il y a un peu les choses qu'on veut faire, mais ça reste un peu cadré. Ça reste toujours dans un cadre. On est un peu des étudiants exécutants à l'époque, avant la Révolution. Hein. Maintenant, les choses ont un peu évolué. Et dans cette école d'art d'Annecy, en fait, je me suis sentie libre et j'ai senti que je voulais faire ce que je voulais. Il n'y avait pas un cadre, il n'y avait pas de consigne. Et c'est ça, mon rapport avec l'art, pour moi, c'est vraiment oser de parler de tout, jusqu'à même parler de soi, en fait. C'est ça. D'accord. Plus loin dans le livre, vous rencontrez plusieurs personnes. Il y en a une notamment, page 117, qui est Rida Behi, qui est réalisateur, cinéaste, et qui était et avec qui qui a travaillé avec votre oncle. J'ai l'impression que c'est un moment aussi important. Dans l'entretien, souvent il vous dit est-ce que tu peux arrêter le dictaphone? Et c'est ce que vous faites d'ailleurs, mais le fait qu'on retrouve les propos qu'il vous demandait. Enfin, comment vous avez géré ça? Est-ce que c'était pour vous important finalement de retranscrire les propos qu'il vous a dit en off? Oui, parce que pour moi, il y a encore ce silence. Et je voulais montrer aussi ce silence. Je voulais montrer qu'il y a des parties ouvertes et fermées dans le scénario. Et ça souligne le silence encore sur ce cinéaste-là. On le retrouve aussi dans d'autres interviews. Par exemple, des personnes sous X que je mets, ces personnes-là ont refusé de faire l'entretien, de le publier plutôt. Donc, ils ont accepté et finalement, publier l'entretien, au moment de le publier, ils ont refusé. Donc, je mets l'accent sur ça et pour moi, c'est très, très important parce que ça montre que on se libère pas encore de cette histoire, que voilà, que peut-être les gens aussi se sentent un peu que peut-être responsable aussi de sa mort. Tout le monde, j'ai senti dans l'entretien, qui se sent un peu responsable de la mort d'Abby. C'est Mais ça. c'est quoi cette part de mystère qu'il y a autour de... Pardon, pardonnez-moi. Là, je parle vraiment professionnellement parlant, cette part de mystère qu'il y a autour de votre oncle, de cet Oui. artiste. Alors, tout d'abord, donc c'est un suicide qui est arrivé en 1980 et il y a plusieurs pistes par rapport à sa disparition. On dit que c'est un suicide volontaire. Parfois, on parle aussi d'un suicide masqué. Cette piste existe aussi. Et on parle même d'un film de son suicide. Il y a des témoignages qui disent qu'Habib, il a filmé son suicide et que la cassette est confisquée par le ministère de l'Intérieur. Donc, il y a plusieurs pistes comme ça. Et c'est ça, en fait, le mystère. C'est qu'on n'arrive pas à découvrir la réalité. On sait pas. Et je reviens aussi à une émission que j'ai regardée par hasard. Et justement, c'est ça la force d'un micro-événement qui vient comme ça. Moi, par exemple, je ne regarde pas souvent la télé. Et comme par hasard, je passe devant la télé et il y a Fadel Jediri, un ami, un collègue de moi, qui est aussi cinéaste tunisien très connu. Il était l'invité de cette émission et à un moment donné, l'animateur, il lui pose la question. Il lui dit, si on vous donne une baguette magique, bah, qu'est-ce que vous changerez dans votre vie? Alors au début, il dit, moi, j'assume tout. Et après, il dit, non, il y a quelque chose, peut-être que je ne laisserai pas Habib rentrer ce soir-là. Et donc l'animateur, il lui dit, c'est ce soir-là qu'il est décédé? Il dit oui. Et après, il repose une question, il lui dit, comment Habib s'est suicidé? Et là, Fadel Jediri, il dit, on passe à la question suivante. Et ça, c'était une émission qui est passée à la télé vision tunisienne. Et je trouve que c'est fort. C'est fort de ne pas oser dire que cet artiste qui s'est suicidé. Et même moi, au moment de l'enquête, quand j'ai commencé à faire mon travail, en cherchant sur le web, à aucun moment je trouve un article ou
un site web qui parle d'un suicide. On ne dit pas. Et moi, à travers ce travail, en fait, je viens l'annoncer publiquement que ce cinéaste, il s'est suicidé. Alors, on ne sait pas comment exactement, comme je vous ai dit, il y a plusieurs pistes, mais c'est ça, en fait, le mystère qu'il y a sur mon nom. Ce qui est assez incroyable dans cette histoire, c'est que même quand on travaille même quand on est critique de cinéma et qu'on questionne, pardon, le cinéma tunisien depuis plus de 25 ans, depuis 20 ans, comme je l'ai fait, donc c'est-à-dire rencontrer des cinéastes de notre génération, discuter avec des critiques de cinéma plus anciens, à aucun moment il y a ce nom qui vient comme ça dans la conversation, c'est-à-dire Habib Massoukri, cinéaste, suicide. C'est vraiment une découverte. Hein. C'est assez impressionnant. Exactement. C'est comme une mémoire qu'on veut effacer. On dirait qu'il est condamné à cause de son suicide, en fait. C'est pour ça qu'on n'en parle pas. Vous savez que dans nos sociétés, voilà, le suicide, ça reste un sujet tabou. On n'arrive pas à en parler. Et moi, l'objectif de mon travail, c'est d'arriver d'abord de parler de suicide, mais de penser aux autres cinéastes qui ont disparu de sa génération. Hein. Il y en a Rahmed Ben Salem, Mehdi Ben Khalifa, Tahar Sharira. Chacun a subi quelque chose. Il y a un qui est rentré à l'hôpital psychiatrique, il y a un autre qui a renoncé à l'art, un autre qui a été emprisonné, Tahar Sharira par exemple. Donc, je pense aussi aux liens qui existe avec ces cinéastes disparus de sa génération. D'ailleurs, votre oncle, quand il se faisait arrêter par les flics, il aimait bien répondre à la question « Vous faites quoi dans la vie » Il disait « Je suis spectateur ». Et il n'était pas un peu en avance sur son temps, ce qui ne justifie pas son suicide. Hein. C'est ça que je veux dire, pardonnez-moi cette maladresse, mais c'est par rapport au cinéma, par rapport à l'art, c'est ça dont je voulais parler. Oui, je pense que c'était un artiste avant-gardiste très avancé par rapport à son temps, et je pense que quand on est artiste et très avancé, on peut beaucoup souffrir. On peut souffrir beaucoup dans une société qui est en cours de développement, où on ne peut pas parler de tout, où l'État n'était pas prêt, peut-être aussi à l'époque, d'accepter un théâtre politique, militant. Et je pense qu'il souffrait beaucoup en tant qu'artiste éveillé. Parce qu'Habib n'était pas seulement un cinéaste classique, il était ouvert à plusieurs domaines, la philosophie, beaucoup de psychanalyse aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, même dans les livres que j'ai découverts. Donc, c'était un cinéaste ouvert à tout. Voilà. Je trouve très forte cette image, qui est une image marquante en soi. Le fait que la première fois que vous vous trouvez, donc on en a parlé au début de l'entretien, quand vous êtes dans cette pièce et que votre grand-mère fasse irruption, et je me suis toujours posé la question, est-ce qu'elle voulait finalement pas peut-être vous préserver, vous dire non, toi tu ne rentreras pas dans cette idée-là de création, de fiction, reste dans le réel, c'est plus simple, sois plus rationnel, c'est mieux la rationalité que... Parce que ça peut mal se terminer. Je me suis toujours posé cette question-là en lisant le bouquin. Oui, peut-être aussi, parce que tout d'abord, en fait, il y a beaucoup... le silence, il n'est pas que verbal, en fait. Il est aussi, il se transmet aussi à travers des objets, à travers l'architecture. La pièce, par exemple, c'était une pièce abandonnée, un peu cachée dans un patio. Voilà, ce lieu-là fermé ouvert à la fois. Les archives sont dans une armoire fermée avec des vitrines enveloppées avec du papier peint. On souligne encore ce secret et ce silence. Et donc, oui, je pense que elle a voulu me préserver, mais spontanément, et en même temps, c'est aussi une affaire classée. On n'a pas le droit d'y revenir. Encore une ou deux questions. Quand vous avez commencé à travailler sur ce bouquin, il a fallu discuter un peu avec des membres de la famille, mais aussi des professionnels du cinéma, de l'art, de la culture en Tunisie, et donc des gens très proches. Ça n'a pas été évident, ça n'a pas dû être évident de revenir avec ce passé. Non, du tout. Alors déjà, les gens prennent une autre posture un peu quand ils savent que voilà, il s'agit d'un interview sur Habib, ils sont attentifs. C'est vrai que moi je voulais pas que les gens soient très
attentif comme ça, et il voulait que les choses se racontent spontanément. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, il y a ce dérapage, il y a ce laisser aller, des éclats de larmes, de tristesse, et on revient toujours à une partie donnée, à ce silence-là. On n'arrive pas à se libérer. Même du côté des professionnels? Alors, même du côté des professionnels, alors j'ai pas eu l'occasion malheureusement d'interviewer le collectif du Nouveau Théâtre, parce que voilà, malheureusement ça n'a pas abouti malgré toutes les tentatives. Mais on le voit dans l'interview de Rida Behi, on le voit parfois avant l'interview même, donc ce malaise un peu qui est ressenti. Et après, voilà, j'ai décidé de montrer aussi tout ça. Je voulais pas me concentrer que sur les mots, mais aussi sur les gestes, sur les paroles un peu interrompues, tout ça. Vous avez une idée de comment vous allez filmer ce silence que vous évoquez souvent dans le livre, mais aussi durant cet entretien quand vous ferez ce film? Je voudrais bien vraiment reproduire donc ce scénario-là, l'adapter à l'image, tout en allant peut-être chercher d'autres personnes que j'ai pas eu l'occasion d'interviewer, et ouvrir peut-être le sujet à autre chose, à d'autres cinéastes aussi qui ont disparu, aller voir d'autres personnes qui ont perdu aussi un être cher. Je n'ai pas encore le scénario bien défini, mais en tout cas, j'ai bien cette idée en tête de le transformer en film. D'accord. On peut déjà, quand on a lu le livre, on voit qu'il y a des envies de film, parce que le livre voire même est écrit. Il y a vous empruntiez même au vocabulaire scénaristique. Donc voilà. Alors c'est Habib Masrouki, c'est par Hada Selten, c'est édité chez Essa Édition. Vous pouvez le trouver n'importe où, alors vraiment n'importe où. Et je suis très content d'avoir discuté avec vous de ça, de livres, de votre ongle, de cinéma et un peu de joie de vivre aussi, peut-être. Je pense que ça, c'est plutôt l'avenir. Merci beaucoup, Hada, oui. Ça nous a fait extrêmement plaisir. Et puis j'espère que la prochaine fois qu'on se verra, c'est pour parler de ce film. Merci à toi, Samir. J'étais très contente de participer à cette interview. Merci. Merci beaucoup. Allez, générique. Bonne journée, au revoir. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.